Bien préparer mon concours médecine dentisterie dès septembre. Bonjour à toutes les étudiantes, bonjour à tous les étudiants, j'espère que vous vous portez au mieux, que vous êtes au top de votre forme et que vous êtes motivés plus que jamais à démarrer cette année du bon pied pour pouvoir justement réussir le concours en médecine dentisterie de la fin de l'année au mois d'août. Alors si tu ne me connais pas encore, je suis Clémence, ta coach experte pour t'aider à réussir tes études et aujourd'hui nous allons voir toutes les choses que tu pourras mettre en place tout au long de l'année de manière à être efficace et productif, bien évidemment dans le but de réussir ce fameux concours d'entrée en médecine. Alors si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à cliquer juste ici en dessous, là, sur le lien afin de t'abonner à ma chaîne parce que régulièrement je mettrai des nouvelles vidéos dans le but de t'aider à réussir et donc ce serait une bonne chose pour toi d'en être tenu au courant, toujours pour maximiser tes performances. Alors, mais également aussi, tu peux cliquer juste ici en dessous, là, sur le lien dans le descriptif de cette vidéo afin de prendre un rendez-vous avec moi, c'est 100% gratuit et ça visera un petit peu à faire le bilan de ta situation, à pouvoir discuter de là où tu en es pour te donner des conseils personnalisés, toujours dans le but bien évidemment de t'aider à réussir. Avant de te détailler les différentes solutions qui sont super intéressantes à mettre en place pour tout simplement préparer au mieux ton examen d'entrée, ton concours d'entrée, eh bien c'est assez intéressant de voir un petit peu quelle est la problématique autour de cette fameuse préparation. Alors que ce soit la première préparation pour toi ou que ce soit une nouvelle tentative après un échec précédent, eh bien il faut savoir que quand on doit préparer comme ça un examen d'entrée ou un concours d'entrée pendant un an, c'est assez difficile de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et généralement on a peur aussi de faire des erreurs dans la manière de s'y prendre, des erreurs qui dans ce genre de cas peuvent être directement très coûteuses parce que simplement ça se solde par un échec à la fin et bien évidemment c'est la situation que tu as à tout prix envie d'éviter. Et donc par rapport à cette situation où tu pourrais te sentir dans le doute sur le comment je dois faire, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois travailler beaucoup comme un malade, est-ce que je dois attendre avant de m'y mettre, enfin voilà un petit peu toutes ces questions que tu pourrais te poser dans tous les sens, eh bien c'est un petit peu difficile d'avoir la réponse, surtout que tu vas entendre énormément de personnes qui vont te dire ah mais il faut faire comme ci, il faut pas faire comme ça et en fait le problème c'est que au plus tu écoutes les gens, au plus tu vas avoir des avis différents, alors peut-être que tu vas avoir une certaine convergence dans les avis et si tu as ces points communs, c'est plus facile entre guillemets pour toi de savoir un petit peu quoi faire. Maintenant si des gens te disent un peu tout et en même temps d'autres personnes sont contraires, mais finalement tu sais pas sur quel pied danser et comme c'est quelque chose de nouveau pour toi, que c'est quelque chose pour lequel tu n'es pas du tout expérimenté, eh bien simplement tu sais pas quoi faire. Et alors si c'est en plus de ça une deuxième tentative pour toi, eh bien peut-être que tu as réalisé quelles étaient les erreurs qui ont fait que tu as raté, mais si tu as l'impression d'avoir fait vraiment ton maximum et que tu n'aurais pas pu, entre guillemets, faire plus, ben c'est très difficile pour toi de savoir comment bien redémarrer parce que tout ce que tu as fait en fait ça n'a déjà pas marché et donc finalement tu sais pas comment faire différemment et tu sais pas trop comment t'y prendre. Alors Einstein il disait, donc voilà si tu es en plus dans une préparation scientifique ici, c'est intéressant de se pencher sur les grands scientifiques. Einstein il disait, j'ai pas les termes exacts de la citation, mais en fait en gros il disait que la folie c'était de répéter les mêmes actions et espérer avoir des résultats différents. Si tu mets en place les mêmes comportements, les mêmes actions, c'est impossible pour toi de générer des résultats différents et donc pour Einstein pour lui ça c'est de la folie. Donc tout simplement c'est super important d'arriver à te comporter différemment si tu as eu un échec précédemment pour justement faire différemment, pour espérer des résultats différents. Maintenant que j'ai abordé avec toi la problématique principale autour du comment faire pour savoir comment bien se préparer pour un examen d'entrée ou un concours d'entrée, je vais maintenant te développer 4 solutions, mais 4 solutions qui, à mon sens, peuvent vraiment permettre de faire la différence par rapport à la réussite en fin d'année. Première solution, avoir une vision claire. Deuxième solution, planifier. Troisième solution, suivre une préparation. Quatrième solution, interroger les étudiants des années précédentes. Alors pour la première solution, le fait d'avoir une vision claire, alors c'est une vision claire qui doit se matérialiser en fait par rapport à ce que tu t'imagines devoir réussir. Par exemple, si tu prépares ici le concours en médecine dentisterie, dans ta vision de ce que tu dois faire, entre guillemets, la vision la plus généraliste, c'est je dois réussir ce fameux concours d'entrée. Pour réussir ce concours d'entrée, je dois réussir les 8 matières. Ok, ça c'est une évidence, mais par contre, si tu décortiques, en fait, et au plus tu décortiques, au plus tu auras de la clarté dans ta vision, au plus tu décortiques cours par cours ce que tu dois faire, au plus ça te permet de mettre de la clarté sur ce que tu dois faire, sur ce que tu dois mettre en place pour justement y parvenir. Par exemple, si c'est juste
je dois réussir mes 8 cours, ben, c'est pas très clair par rapport à tout ce que ça implique de réussir chacun des cours. Si tu te penches sur un cours précisément, par exemple les maths, eh bien pour réussir mes maths, je dois maîtriser mes dérivés, je dois maîtriser mes intégrales, je dois maîtriser les exponentielles, les logarithmiques et ainsi de suite. Eh bien, pareil, si tu décortiques encore, ben tiens, pour maîtriser les intégrales, ben je dois hyper fort maîtriser les dérivés. Pour maîtriser les dérivés, je dois bien connaître mes fonctions du premier degré, mes fonctions du second degré. Pour maîtriser ces fonctions du premier degré, je dois connaître l'équation de la droite, pour les fonctions du second degré. Enfin, tu vois, toutes ces étapes vraiment qui te permettent, plus tu vas décortiquer, plus en fait tu vas réaliser, ok, pour réussir mes maths, il me faut tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Pour réussir ma physique, c'est tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, et ainsi de suite. Et en fait, au plus tu vas décortiquer, au plus tu vas avoir de la clarté sur, ok, si je veux réussir mes maths, la liste elle est là. Et en fait, ça te permettra aussi, par rapport à ça, de te rendre compte, ben en fait, sur la liste qui est comme ça, je maîtrise déjà ça ou bien je maîtrise ça. Et c'est intéressant de le savoir parce que selon l'étape aussi à laquelle tu en seras par rapport à l'échéance, eh bien si ta liste est très décortiquée par rapport à ce que tu dois faire et ce que tu dois maîtriser, notamment les prérequis qui pourraient peut-être être loin, ben voilà, si tu as du mal, pour en revenir aux maths, si tu as du mal de faire passer quelque chose d'un côté ou de l'autre de l'égalité de l'équation ou d'une inégalité lorsque c'est une inéquation pour voir comment tu dois inverser le sens de l'inéquation, inverser le signe, toutes ces choses-là, eh bien, si ces prérequis ne sont pas bons, tu as beau étudier et cravacher sur tous les concepts que tu auras vus par la suite en 5e et en réto, eh bien, malgré tout, si ces prérequis ne sont pas là et si tes fondements ne sont pas bien ancrés sur voilà, comment est-ce qu'on résout une racine carrée, une racine cubique, enfin vraiment tout ce qu'il y a par rapport aux maths, faire passer quand tu dois inverser du côté de l'équation le numérateur, le dénominateur, ben, en fait, en gros, si tous ces prérequis-là ne sont pas là, ça va être compliqué. Et donc le fait d'avoir une liste hyper décortiquée sur tous les prérequis que je viens de te citer, les puissances, etc., enfin tout ce que tu veux, eh bien si tous ces prérequis sont bien listés, tu peux te rendre compte, ok, moi en termes de prérequis, c'est bon, je suis hyper au top, versus, oulala, j'ai encore une liste comme ça, et donc ça te permet vraiment d'avoir une vision claire sur tout le chemin qui est à parcourir pour vraiment parvenir à l'objectif final, à savoir maîtriser tous les concepts les plus compliqués, mais ces concepts les plus compliqués en termes de fonctions trigonométriques et le reste, eh bien tous ces concepts les plus compliqués, si les prérequis sont bien consolidés et si tu as fait toutes les étapes bien une à une, avec cette vision très claire, eh bien là tu pourras vraiment réussir à le faire. Alors par rapport à cette vision claire, donc là c'est vraiment la vision claire en termes de petits pas à faire à la suite, ça c'est vraiment par rapport à la méthode et à la démarche, mais il te faut aussi une vision claire par rapport à ton objectif final. Ok, tu veux réussir ton examen d'entrée, ton concours d'entrée, mais tu veux le réussir pour quoi ? Tu veux le réussir pour qui? Qu'est-ce que tu t'imagines faire dans ta vie avec ce fameux papier qui va te permettre d'accéder à ces études-là? Est-ce que tu te vois être un médecin urgentiste qui est là lorsque les urgences débordent et qui doit prendre des décisions hyper rapides quand tu as quelqu'un entre la vie et la mort? Est-ce que tu te vois être un gynécologue qui suit des femmes? Est-ce que tu veux être un dentiste qui est spécialisé des gencives? Pourquoi les gencives? Est-ce que tu veux être... si c'est pour l'examen d'entrée en ingénieur, est-ce que tu te vois travailler dans une boîte qui travaille dans la construction? Est-ce que tu veux travailler dans tout le milieu académique? En fait, tu dois vraiment avoir une vision très claire sur ce que tu veux de ton avenir. Parce que si tu es juste coincé entre guillemets sur ce fameux papier d'entrée, mais que tu n'as pas une vision sur où tu veux être dans ta vie, eh bien en fait, ça va vraiment entraîner une motivation très affaibli par rapport à la motivation si vraiment tu t'imagines être le professionnel que tu veux être, parce que là si tu t'imagines vraiment être ce professionnel avec ta vie rêvée, ta vie idéale, eh bien tu pourras beaucoup plus facilement dépasser les montagnes, surtout en cas de découragement, parce que simplement tu te diras ok, je veux être ce vétérinaire qui sauve les animaux, parce qu'il y a aussi un concours pour les vétérinaires. Voilà, si tu as vraiment ce côté, cette fibre vraiment qui t'anime, cette vision, je veux en être là plus tard dans mon métier, eh bien sache que par rapport à toutes les difficultés que tu vas rencontrer, et il y en aura beaucoup, mais l'important c'est pas les difficultés, c'est surtout de savoir les surmonter. Eh ben, si tu as une vision très claire par rapport à un objectif très précis et que tu te vois dans ce métier, je peux vraiment te garantir qu'en termes de réussite et de motivation, ça va être beaucoup plus puissant. Ça, tu peux vraiment en être certain. Alors pour le deuxième point, le fait de planifier, alors c'est marrant de parler de la planification parce qu'en fait là probablement que tu es en réto si tu n'as pas déjà tenté concours ou examen d'entrée au préalable, et en fait en réto
on est cocooné comme c'est pas possible par les profs qui te disent tu dois noter ça dans ton journal de classe. Peut-être que certains profs lâchent un petit peu justement ce côté maternant, mais c'est quand même pas le plus courant dans la manière de faire, parce que voilà, en secondaire, il y a quand même un état d'esprit qui est là de il faut aider l'élève, il faut prendre soin de lui, il faut tout faire pour qu'il réussisse, même si l'élève ne s'implique pas au maximum, il faut qu'il réussisse. Ça, c'est vraiment une vision. Alors c'est pas un préjugé que je peux avoir, enfin, je sais vraiment de quoi je parle. Je suis enseignante, j'ai déjà travaillé dans énormément d'écoles. Là, mon actif, j'en suis à ma 13e. J'ai travaillé dans plein d'écoles différentes et c'est vraiment un constat qu'on peut faire partout. Dans certaines écoles moins que dans d'autres, mais globalement, la philosophie, c'est que l'élève, il doit réussir, peu importe son degré d'implication. Et donc, par rapport à ça, mais comme en secondaire, on materne énormément les élèves, eh bien, le fait de se prendre en charge et de pouvoir planifier correctement son agenda en fait pour parvenir à ses objectifs, eh bien c'est quelque chose qui n'est pas du tout fait. Bête exemple, et si tu veux être honnête avec toi-même, un prof va te planifier une interro, tu as toute la classe, oh non, surtout pas là maintenant, on a déjà un truc en français pour telle date, ça va pas que ce soit la veille ou le lendemain, est-ce qu'on peut pas le faire à la semaine prochaine? Et finalement, c'est plus souvent le prof qui doit plier, parce que si c'est un prof qui est très rigoureux et qui est nommé et qui a bien sa réputation dans l'école et que c'est une école plutôt d'un bon niveau, réputée élitiste, là le prof pourra affirmer et dire non, mon interro, j'ai décidé de la mettre à telle date et c'est comme ça, il n'y a pas de discussion possible. Dans beaucoup de situations, c'est souvent au prof de plier parce que tout simplement, il y a la pression de la classe, il y a potentiellement une pression de la direction où il ne faut surtout pas mettre l'élève à mal, il ne faut surtout pas que ce soit difficile pour l'élève de préparer une interro ou un devoir. Et donc simplement, c'est vraiment à la carte. La carte à l'université, tu peux oublier, ça n'existe pas. Et donc simplement à l'université, tu dois t'organiser toi-même et planifier. On te donnera un jour un horaire, on te dira voilà, c'est ton horaire de ta session, point barre. T'es là, t'es pas là, et si t'es pas là, c'est zéro. C'est tout. Ça va pas plus loin que ça. Et donc, cette planification secondaire, c'est tellement à la carte, on apprend tellement à l'élève en fait que le professeur va être flexible par rapport à lui, par rapport au fait qu'il puisse être malade, par rapport au fait qu'il puisse avoir trop de boulot, qu'en fait on n'apprend plus du tout ses compétences de planification et encore moins en fait quand il faut planifier quelque chose à super long terme. Si tu regardes ici cette vidéo en début d'année, en septembre, octobre, novembre peut-être, ton examen d'entrée, ton concours d'entrée, il est encore loin. Tu vois, il est en juin, il est en août, selon le type d'examen d'entrée, de concours d'entrée que tu prépares. Il est encore loin. Et donc, en fait, on ne réalise pas, quand il reste encore des mois de préparation, on ne réalise pas à quel point c'est important de planifier. On va plutôt penser à faire un planning quand l'examen va être proche pour planifier un petit peu ses objectifs. Et encore que, je dis bien et encore que. Par contre, avoir une planification qui se met tout au long de l'année, c'est vraiment super efficace à bien des niveaux pour justement pouvoir se dire ok, tel mois, je dois avoir accompli ça. Tel mois, je dois avoir accompli ça. Tel mois, il se passe ça. Là, il y a des vacances, c'est une pause. Là, ce mois-ci, par rapport à ce que j'aurais vu en secondaire, j'aurais avancé dans mon programme pour tel cours, que ce soit le cours de physique, de maths, de bio, enfin peu importe. J'aurais avancé pour tel cours et donc par rapport à ce mois-là, je peux diminuer un peu mes objectifs puisque j'aurais vu beaucoup de matières à l'école. Tiens, tel mois, je dois pouvoir m'y mettre. Mois de mai-juin, je diminue un peu parce que j'ai déjà mes examens à réussir à l'école et donc je ne vais pas mettre beaucoup de choses par rapport aux examens d'entrée, aux concours d'entrée. Enfin, tu vois, il y a vraiment en fonction des mois, de la saison, des vacances, des moments de pause, il y a vraiment des mois où tu auras une possibilité de travailler beaucoup plus à ta préparation et puis il y a des mois où tu auras beaucoup moins de possibilités de travailler à ta préparation. Et donc, c'est vraiment important d'avoir des objectifs bien précis. Tel mois, il se passe ci, tel mois, il se passe ça. Par exemple, ici, si la vidéo, tu la regardes ici au mois d'octobre, eh bien, c'est de se dire, bon, le mois d'octobre, j'en suis déjà à la moitié du mois. Pour les 15 derniers jours d'octobre, je vais plutôt faire ça. Tiens, en novembre, j'ai un peu de vacances, je fais une pause, mais pour la fin du mois de novembre, il faut que j'ai accompli ça. Pour la fin du mois de décembre, il faut que j'ai accompli ça. Peut-être avant la Noël, pour laisser la période Noël-Nouvel An tranquille. Enfin, tu vois, c'est vraiment plusieurs manières d'ajuster et de préparer vraiment tes choses. Mais en tout cas, il faut qu'à la fin de chaque mois, tu aies un objectif clair, enfin un ou plusieurs objectifs clairs d'accomplissement et de pouvoir te dire ok, ça je l'ai fait, je le mets derrière, je vais à l'étape suivante. Et pour ça, il faut vraiment une vision claire, pour en revenir au point précédent, une vision claire sur tout au long de l'année, quelles sont toutes les tâches que tu vas devoir faire pour pouvoir justement les attribuer chacune pour chacun des mois. Et puis après, pendant les mois, tu peux même les découper en semaines. Tiens, à la fin de telle semaine, j'ai fait ça, telle semaine, j'ai fait ça. Et
même après en fonction des jours ou certains jours de la semaine. Par exemple, le mercredi après-midi, tu vas y travailler un petit peu, le samedi matin, et puis après ton week-end commence au samedi midi, et puis tu passes à autre chose. Enfin, tu vois, il y a vraiment énormément de manières de faire, et ça permet vraiment de te rendre compte quels sont les moments de la journée, les moments de la semaine où tu peux te dédier à cette tâche, et c'est vraiment comme ça que tu vas voir tous tes progrès. Et le fait de planifier, ça permet aussi de cocher et de valider quelque chose qui a été fait, quelque chose qui a été accompli, et donc tu te rends compte qu'en fait ta to-do list qui est comme ça, eh ben, qu'avec le temps qui avance, tu te rends compte qu'il y a de plus en plus de trucs qui sont cochés comme ça, et ça a une satisfaction absolument énorme, et tu vas vraiment ressentir du soulagement de te rendre compte à quel point que tu avances. Que si tu ne planifies pas, tu vas bosser un petit peu de temps en temps, une fois comme ci, comme ça, mais le fait de ne pas planifier, tu ne vas pas te mettre des échéances temporelles sur tiens, à partir de tel moment je dois avoir fait ça. Si tu ne planifies pas, en fait, tu vas travailler, mais tu vas travailler de manière un peu trop distendue, et tu vas peut-être avoir la sensation que tu travailles oui, mais que tu avances en fait non, parce que tu ne te mettras pas des objectifs clairs, et tu vas te dire punaise, je travaille, mais en fait, il y a encore tout ça. Que si tu planifies, même si tu te rends compte qu'il y a encore beaucoup de choses, tu verras malgré tout toutes les choses qui ont déjà été accomplies, et donc ça te mettra moins dans le stress, et tu te rendras compte que même s'il reste encore des choses, mais qu'il y a déjà eu des avancées. Que si tu travailles sans te mettre des objectifs, tu auras en fait l'impression d'en être toujours nulle part, alors que si tu planifies, tu verras qu'en fait tu as déjà fait, j'invente 30% du travail. Alors pour le troisième point, le fait de suivre une préparation, alors ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire, loin de là, mais moi je le conseille vraiment très très fortement pour plusieurs raisons. Alors déjà, le type de préparation que moi je conseille à tout le monde qui me pose la question, c'est déjà de faire une préparation universitaire. Alors pourquoi universitaire? Pour la simple et bonne raison que l'université, c'est quelque chose qui est rigoureux, c'est quelque chose qui est fiable, c'est quelque chose qui est vraiment bien méthodique, bien complet, bien condensé, et en plus de ça, le fait de te mettre dans le bain d'une préparation universitaire, simplement si tu te prépares de manière universitaire, tu vas déjà sentir un petit peu quelles sont les exigences de l'université, quelles sont les choses qui sont vraiment utiles et importantes justement à l'université, et de ressentir un petit peu comme ça cette différence université et secondaire. Alors si tu es déjà en première d'autres choses, parce que soit tu as raté le concours d'entrée, tu as raté le concours d'entrée ici précédemment, ou bien simplement c'est plutôt un concours qui se fait en fin de bac 1, dans ce cas-là, le fait d'être déjà à l'université, tu vas ressentir le bain, tu vas ressentir l'ambiance, et donc être à l'université, ça permet déjà de te mettre sur un niveau qui est beaucoup plus haut par rapport au niveau du secondaire. Donc déjà, pour atteindre un objectif haut, tu fais une préparation qui est plus haute. Donc déjà, forcément, ça pondère plus que de faire une préparation soit en autonomie ou soit quelque chose qui soit moins rigoureux scientifiquement parlant. Donc ça, c'est important. Alors par contre, le fait de faire une préparation universitaire, ça peut avoir je ne vais pas dire des conséquences négatives, ce serait excessif, mais malgré tout, en faisant une préparation universitaire, il y a un point négatif quand même qui peut arriver dans certains cas. C'est le fait que, en fait, le niveau universitaire par rapport au niveau en secondaire et aux exigences, en fait, ça n'a rien à voir. Alors pour peu que tu sois dans une école secondaire moyennement exigeante, ou si c'est pas l'école, en tout cas certains profs, en fait, de te mettre dans une préparation universitaire, tu vas vraiment ressentir un décalage qui est assez énorme par rapport à tes habitudes, et ça, ce décalage-là, en fait, ça va peut-être te faire stresser, parce que tu vas te rendre compte, punaise, en secondaire, c'est comme ça, j'ai parfois déjà du mal avec certains cours, et là je me rends compte que le rythme, il est rapide, il est dense, il est accéléré, le prof ou l'assistant, il est là, il avance. Et donc c'est un petit peu compliqué en fait de rester sur ce train en marche. En fait, autant l'université c'est très intéressant en termes de rigueur, en termes de fiabilité, comme je l'ai déjà dit, et en plus de ça, au niveau prix, c'est vraiment accessible puisque c'est quand même subsidié par l'État. Donc c'est vraiment positif à tous les points de vue, mais le fait d'avoir ce train en marche, et en fait c'est à toi, en tant qu'étudiant, de garder le cap et de vraiment bien rester dans le train, parce que si à un moment tu lâches le train ou que tu t'approches un petit peu trop de la gare, et si tu descends, le train il va vraiment repartir à toute vitesse, hein. C'est un peu un TGV, un l'UNIF, ok, et donc là tu vas te retrouver largué, tu vas te retrouver sur le bas-côté. Et donc ça en fait, l'université, ce qui est important, c'est de ne pas lâcher ce train en marche, et si à un moment tu lâches ce train en marche, il n'y a pas un chef de gare qui va venir t'attraper et te dire « Oh, viens, regarde, là il y a un autre train, fais comme ci, comme ça », ou le train va pas faire demi-tour pour venir te rechercher. Si tu as raté le train, si le train tu l'as laissé filer, c'est à toi de faire toutes les démarches pour quand même arriver à destination, et donc c'est à toi de t'impliquer, de te dépasser, de te surpasser, là où en fait en secondaire, si tu rates le train en marche, en fait c'est le prof qui va te materner pour t'aider à le faire. Donc là, par rapport à ça,
une préparation universitaire, ça peut ajouter un côté stressant. Maintenant, même si ça ajoute ce côté stressant, moi je trouve que c'est important de s'en rendre compte dès le moment de la préparation parce que ce rythme universitaire, il peut ne pas convenir à tout le monde. Et en tous les cas, même si tu es un petit peu largué, mais que tu sens que malgré que tu sois largué, tu sens quand même que tu aimes bien, que tu trouves ça intéressant et que tu es prêt à te dépasser, eh ben, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'essayer de te dépasser tout au long de l'année pendant la préparation que de te retrouver largué au moment de la préparation du concours ou de l'examen d'entrée. Donc moi je trouve ça quand même intéressant de se confronter. Au plus tu t'y confrontes le plus tôt possible, au plus tu as du temps en fait pour justement arriver à accélérer en même temps que le train et donc au plus c'est bénéfique pour toi. Maintenant si c'est vraiment, si tu es vraiment trop largué, que c'est trop stressant, que c'est vraiment compliqué, eh bien dans ce cas-là, fais quand même cette préparation universitaire, ne fût-ce que pour te donner un point de référence sur ce qui sera attendu, dans ce que tu devras pouvoir réaliser. C'est quand même intéressant de le faire. Mais dans ce cas-là, si tu te sens vraiment trop largué et que ça ne fait que densifier ton stress, eh bien dans ce cas-là, ce que je te conseille vraiment de faire, c'est de faire des actions en parallèle pour justement te permettre justement de rattraper ce train en marche si à un moment tu l'as lâché. Alors qu'est-ce que tu peux faire en parallèle? Eh bien, il y a plusieurs moyens. Tu peux soit te prendre un prof particulier pour les points de matière où tu as du mal, comme ça tu cibles spécifiquement là où tu as du mal. Si c'est plus un problème de méthodologie, c'est vraiment de faire les démarches pour arriver à t'agripper à cette méthode universitaire et pour justement ne pas lâcher et pour pouvoir vraiment garder tout ça. Donc c'est vraiment de faire un gros travail sur ta méthode de travail qui n'a rien à voir entre l'université et le secondaire, ça aussi. Ce que tu peux faire aussi, c'est du coaching, si c'est plutôt des blocages psychologiques par rapport au fait de ne pas te sentir capable, de te sentir dépassé par ton stress, tout ça, tu peux le faire par du coaching ou même un suivi psychologique si tu sens que c'est un problème profond, que tu as du mal de gérer tes émotions ou quoi, ou tout simplement via des professionnels compétents qui peuvent vraiment te suivre pour toute cette gestion émotionnelle. Alors pour arriver à rattraper ce train en marche si vraiment la préparation universitaire va trop vite pour toi. Donc comme je te l'ai dit, à travers le coaching, le suivi psy, les profs particuliers et des préparations diverses et variées, parce qu'il y a plusieurs préparations en fait qui vont te suivre, si pas individuellement, en tout cas de manière plus, dans des groupes plus petits, dans des classes plus petites, où il y a plus cette possibilité d'interagir avec toi et de répondre à tes questions spécifiquement, là où quand vous êtes 400, 500 dans un auditoire, il n'y a pas la place pour les questions individuelles et si le prof ou l'assistant montre un raisonnement et que tu ne l'as pas compris, tu n'auras peut-être pas la possibilité de le faire redémarrer et de passer un quart d'heure avec toi, sachant qu'il y a énormément d'étudiants en plus, pour vraiment bien comprendre tous les tenants et aboutissements du développement d'un exercice ou d'un raisonnement quelconque. Donc ça dépend un petit peu. Quand ce sont des universités plus petites et que ce sont plus dans des plus petites classes, et encore classe, ça reste nombreux quand même, il y a peut-être plus cette possibilité. Mais en tout cas, voilà, il peut y avoir ce problème quand on est à l'université. Maintenant, si tu es autonome et que si tu n'as pas compris un exercice, tu demandes à un copain, tu te débrouilles toi-même, tu retrouves sur YouTube, c'est bon. Mais voilà, si c'est difficile pour toi de faire les démarches et que ça te stresse trop, alors dans ce cas-là, quelqu'un qui va vraiment t'accompagner plus spécifiquement ou dans des classes pas trop nombreuses ou via une préparation spéciale maths, spéciale sciences ou quoi, où c'est en plus petit comité, ça permet aussi de pouvoir mieux se préparer et te sentir plus à l'aise. Et si le fait de te sentir plus à l'aise parce que tu as été plus materné, si ça te permet d'être plus confiant et bien ancré, bien évidemment c'est positif. Maintenant ce qu'il faut savoir c'est qu'au plus tu vas vers quelque chose d'individuel, au plus tu utilises du temps de travail d'un professionnel et donc forcément au plus tu le payes cher aussi. Là à l'université tu payes un tarif qui est vraiment un tarif assez dérisoire, c'est quelques centaines d'euros tout au plus pour un suivi à l'année ou une préparation intensive l'été. Là si tu vas vers des préparations privées ou des profs particuliers, si tu prends beaucoup d'heures, forcément ça commence plus à se chiffrer. Maintenant le prix de la réussite et si tu t'impliques, je pense que ça peut valoir la peine, surtout si ça t'aide à réussir et au final c'est ça qui compte à la fin. Alors pour le quatrième élément, après avoir suivi la préparation, ce que tu peux vraiment faire, c'est en fait interroger les étudiants des années précédentes. Alors, interroger les étudiants des années précédentes, c'est positif, mais attention quand même à la manière dont tu le fais, c'est que tu vas avoir des étudiants qui seront très honnêtes avec toi par rapport à ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, ce qu'ils ont bien maîtrisé, ce qu'ils ont mal maîtrisé, et puis tu as vite des considérations un peu oiseaux de mauvais augure, ouais mais de toute façon c'est trop dur, ouais mais de toute façon tu vas rater, ouais mais ça, il y a vraiment que les meilleurs qui réussissent, enfin tu vois, ce genre de discours-là, ce sont des discours qui ne sont pas très constructifs et ce sont des discours qui ne vont pas toi t'aider à vraiment avoir une vision claire justement sur ce que tu dois faire. Quand tu dois interroger les étudiants des années précédentes, en fait, c'est vraiment limite tu leur fais passer une sorte d'interview, si je peux dire, où tu poses vraiment des questions très actives pour avoir vraiment un point de vue sur ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, ce qu'ils ont fait qui a bien fonctionné
et ce qu'ils ont fait et qui a fait que ça n'a pas été. Donc, si tu prends des étudiants des années précédentes, c'est bien d'en avoir qui ont réussi et d'en avoir qui ont raté. Alors si ceux qui ont raté te disent « ouais mais c'est la faute du prof, ouais mais c'est la faute de ci, c'est la faute de là » et qui ne se remettent pas en question par rapport à ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait, qui a fait qu'ils ont raté, ça va pas être un discours très constructif. Maintenant si c'est quelqu'un qui a raté et qui te dit « ben voilà, j'ai trop travaillé, je me suis épuisée, je m'y suis pris trop tard, j'ai trop stressé à l'examen, j'avais une mauvaise stratégie par rapport au QCM, j'ai trop répondu et j'ai perdu des points ou j'ai pas assez répondu ». Enfin voilà, si tu as vraiment des discours d'étudiants qui te disent « j'ai fait comme ci et c'était une erreur », j'ai fait comme ça et c'était une erreur, ça c'est des discours très intéressants parce que ça te permet justement de construire dans ta tête ce que tu dois éviter de faire et au contraire ce que tu dois plutôt faire. Si l'étudiant te dit j'ai une mauvaise stratégie par rapport au QCM, c'est de te dire ben voilà, si je veux réussir, en plus d'étudier, je dois vraiment porter de l'attention à ce que je dois faire pour réussir un QCM. Et c'est pas juste je verrai bien au feeling, non en fait. Un QCM, on se prépare à la manière de répondre à un QCM, c'est très technique, ça se fait. Tu as d'autres étudiants qui vont te dire, ben voilà, j'ai réussi. Mais ceux qui ont réussi, justement, tiens, à partir de quand tu as commencé à étudier? À quel rythme tu étudiais? Est-ce que ça allait pour toi de tenir ce rythme ou est-ce que c'était trop difficile? Est-ce que tu as fait des pauses? À quelle fréquence? Est-ce que tu es parti en vacances pendant l'été? Est-ce que tu as... Enfin, tu vois, vraiment toutes ces choses-là. Et quelqu'un qui, à la limite, a raté une première fois et qui a réussi à la deuxième tentative, ce sont les étudiants pour qui c'est encore plus intéressant de les interroger parce que ça veut dire que ces étudiants-là, ils ont appris de leurs erreurs, qu'ils ont mis en place les bonnes stratégies par la suite et qu'ils ont vraiment pu avoir un bilan très complet de ce qui était intéressant de faire et ce qui était dangereux de faire. Et là, s'ils sont honnêtes avec eux-mêmes et honnêtes avec toi, c'est vraiment le discours le plus intéressant que tu pourrais entendre parce que c'est vraiment ce qui va te permettre de faire les bons choix et d'éviter les mauvais. Nous en sommes déjà à la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardée, mais surtout, j'espère vraiment qu'elle va pouvoir te permettre de mettre en place toutes les bonnes actions pour t'aider à réussir ton année, ton concours d'entrée, ton examen d'entrée, et que vraiment ça pourra être positif pour toi. Alors, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à cliquer juste ici en dessous, là, sur le bouton rouge, afin de t'abonner à ma chaîne, parce que là, tout de suite, je vais faire une petite pause dans les vidéos YouTube, parce que je suis sur d'autres projets, et donc justement, pour être tenu au courant de mon retour sur YouTube et des futures vidéos, au moins tu auras une notification et ce sera plus simple pour toi. Mais également aussi, tu peux cliquer juste ici en dessous, là, sur le lien dans le descriptif de cette vidéo afin de prendre un rendez-vous gratuit avec moi. Comme tu as pu le constater avec le développement de des informations tout au long de cette vidéo, eh bien, si tu ne sais pas très bien vers quelle préparation te diriger par rapport à tes besoins, je peux t'aider à faire le point justement et à clarifier un petit peu par rapport à tes objectifs, tes besoins et ta situation pour que tu puisses faire les meilleurs choix pour toi afin d'être le mieux préparé psychologiquement, intellectuellement, au niveau de tes cours, etc. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo et je te dis à une prochaine sur YouTube. À très bientôt. Ciao!